Eh bien bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce live Instagram de chef-d'œuvre. Je m'excuse, j'ai débuté le live Instagram sur mon compte perso et donc je me rends compte quelques minutes après que je me suis totalement planté de compte Instagram. Mille excuses, on est au début de la semaine, la machine n'est pas encore tout à fait chaude. Merci de nous rejoindre en tout cas pour cette présentation, cette vidéo. On a quelques minutes de retard donc désolé à celles et ceux qui nous attendaient à 18 h. Je tiens à m'excuser de ce petit retard. On va essayer de rattraper le train et de faire prendre l'apéritif assez rapidement pour que nous puissions bien sûr vous parler d'abord de nos coffrets de chefs-d'œuvre du mois de novembre, mais surtout aussi vous dire un petit peu l'actualité du club chef-d'œuvre, toutes les dégustations qu'on a imaginées pour vous à Noël pour le mois de décembre qui vont être extrêmement riches, extrêmement intenses. En tout cas, si vous nous rejoignez et ceux qui étaient déjà connectés avec moi tout à l'heure sur mon compte, excusez-moi de vous avoir fait perdre votre temps. Bonsoir à toutes et à tous, en tout cas, et bienvenue pour ce live Insta de chef-d'œuvre. Alors, on va passer environ 45 minutes ensemble. L'idée, c'est que je vous parle un petit peu, bien sûr, de l'actualité du club, que je vous donne un petit peu des teasers sur les soirées à venir, les ateliers à venir. Le premier qu'il va falloir, bien sûr, noter dans vos coffrets, c'est dans vos agendas, pardon, avant de parler de ces coffrets, c'est bien sûr le chef-d'œuvre Lab de Noël qui va avoir lieu le 9 et 10 décembre prochain. J'en parlais tout à l'heure et je redis donc un petit peu ce qu'il va y avoir Salut Nome. Ce qu'il va y avoir sur ces 2 jours-là, le chef-d'œuvre Lab, pour la petit souvenir, c'est 2 jours de dégustation organisés ici au 55 rue de Châteaudun, dans le 9e arrondissement, au fond de la cour. Nous accueillons dans l'atelier chef-d'œuvre pour un parcours de dégustation. L'entrée est à 25 €, il y a plus de 25 vins, presque 30 à déguster. Les 25 € sont remboursés si vous rachetez des vins que vous avez appréciés. Et l'idée, c'est bien sûr de vous emmener ici sur la pure découverte, une véritable expérientiel où vous pouvez comparer côte à côte près de 25 cuvées avec des domaines très connus, avec des domaines découvertes, des domaines qui commencent. Et vraiment, bien sûr, tout cela est un condensé de nos coups de cœur. On va donc pouvoir vous accueillir nombreux, on l'espère en tout cas, entre le 9 et le 10, de 10 h à 20 h. Et la petite particularité de ce chef-d'œuvre Lab de Noël, vous l'aurez peut-être deviné, c'est qu'il y aura aussi un parcours qui a été pensé selon les associations mets et vins de Noël, donc des instances iodées, des vins pour des instances iodées qu'on va mettre bien sûr en contraste avec quelques bouchées. On aura également du foie gras, des truffes noires et puis aussi du chocolat. Bref, de quoi normalement passer un merveilleux moment tous ensemble à l'aube de ces fêtes, puisque une semaine plus tard, vous partirez certainement en vacances avec des idées de recettes et l'envie peut-être aussi de célébrer avec celles et ceux que vous aimez les fêtes de Noël. Donc voilà, c'est le 9 et le 10 décembre prochain. Mais ce ne sera pas tout, puisque la semaine d'après, nous vous retrouverons pendant 3 masterclass que j'animerai ici au 55 rue de Châteaudun, et là en présentiel toujours le même format, 16 personnes, 12 vins, avec 3 thèmes différents. Le premier sera vraiment sur les accords mets et vins, mais qu'on va pousser beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on va essayer de vous faire comprendre un petit peu la manière dont ça fonctionne. Donc ça ne sera pas simplement de la dégustation, ce sera de l'analyse sensorielle autour de bouchées qu'on aura spécialement érigées pour. Ça sera bien sûr la semaine qui suivra le lab, donc du 12 au 17, là, sur cette semaine qui vous emmènera tranquillement vers les vacances. On vous enverra bien sûr les dates dans les quelques jours à venir, jeudi je crois. Et puis on vous donnera aussi envie de découvrir lors de d'autres masterclass, des vins de légende à maturité. Là c'est le 2e thème que vous aurez à découvrir pendant cette semaine-là. Et le dernier jour, ce sera un masterclass champagne. Bref, il y aura ici bien entendu, on aura réuni un petit peu l'essence de la viticulture, de l'artisanat champenois qui nous fait tant vibrer aujourd'hui. Il y aura de très jolis flacons, des vieux millésimes aussi à découvrir. Bref, ne manquez pas ces masterclass si vous êtes bien sûr dans le secteur du 9e arrondissement sur cette semaine-là à Paris. On sera en tout cas heureux de vous y retrouver. Voilà, je termine cette petite parenthèse autour des soirées de chefs-d'œuvre et bien sûr de l'événementiel. On va parler bien sûr des coffrets de chefs-d'œuvre qui sont le cœur battant de ces lives Instagram que nous vous présentons depuis maintenant le confinement sur ce format. Avant, c'était des vidéos enregistrées. Là, je vous les fais vraiment en live et donc avec la spontanéité et l'envie et surtout l'envie de vous parler un petit peu des cuvées que nous avons préparées pour vous. Je vais commencer par le coffret En route vers les étoiles, mais un petit mot avant sur les abonnements du mois de décembre pour ceux qui seront abonnés en tout cas au coffret de décembre. Sachez que nous avons tissé un partenariat avec Coravin et que pour tout nouvel abonnement, vous recevrez un Coravin pivot en complément de cet abonnement. Donc bref, de quoi normalement
bousculer un petit peu votre manière de consommer le vin à la maison, de peut-être avoir plusieurs bouteilles ouvertes en même temps et surtout d'avoir cet outil qui vous permet de redécouvrir sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, un vin que vous avez apprécié en quantité de dégustation. Bref, tout ça c'est vraiment quelque chose que nous essayons de mettre en place pour que vous puissiez bien sûr découvrir autre chose encore que les simples cuvées que vous adorez ou que vous avez simplement à la maison, vous buvez régulièrement. On va dire également un petit mot sur le lancement en ce mois de décembre d'un nouveau coffret. Il y aura un coffret qui va s'appeler Très Très Bio, qui va commencer non pas simplement, et je le disais tout à l'heure dans une vidéo de présentation, pour simplement surfer sur la vague, la vague verte un petit peu qui nous occupe aujourd'hui, mais vraiment pour expliquer un petit peu au travers de ces leaflets, au travers de ces j'aime j'achète que vous connaissez peut-être si vous êtes abonné à Chef d'œuvre, expliquer un petit peu la vision et surtout la manière dont chacun appréhende le bio. Parce qu'aujourd'hui il y a bio, il y a biodynamie, il y aura frange nature, il y aura tout ça qui sera bien sûr engouffré des fois derrière un simple tampon. Et donc on va essayer chez Chef d'œuvre de vous faire déguster des domaines d'abord qui sont bien sûr des cuvées coup de cœur, mais surtout vous permettre de comprendre un petit peu comment chacun et chacune appréhende ces messages du bio et de la biodynamie, et surtout quelle est la quête derrière, parce qu'elle est peut-être un petit peu marketée comme ça aujourd'hui, évidente presque, mais elle est surtout en tout cas différente, et il faut bien sûr pointer du doigt les grandes nuances, les grandes visions, les grandes croyances, et tout ça bien sûr est au service bien sûr de la lecture plus intense, peut-être un petit peu plus identitaire encore des vins, en espérant bien sûr que ce coffret vous fasse rêver. Donc lancement dans quelques jours chez Chef d'œuvre, en tout cas le temps pour nous de finaliser un petit peu la production du contenu, les vidéos qui vont avec, etc. Mais on vous promet en tout cas un joli tour en Champagne et à Châteauneuf-du-Pape pour commencer, puisque ce sont les deux régions coup de cœur. Je m'arrête là sur le teaser. Bref, on revient pour ces coffrets 3 bouteilles avec 3 instants de consommation sur ce coffret de novembre. On en aura bien sûr d'autres à venir. La particularité de ce coffret de novembre pour le coffret En route vers les étoiles, c'est qu'on est sur un quasi même équilibre de prix sur les 3 vins qui vont être dégustés, alors que des fois, vous avez peut-être été habitué à ça. Il y avait une grande bouteille, un peu plus prestigieuse, une bouteille vraiment entrée de gamme, canaille pour le vin de soif et de plaisir, et puis une bouteille milieu de gamme. Là, j'ai fait le choix comme ça, en fonction bien sûr de la disponibilité des vins et surtout de la saisonnalité, de plonger un petit peu dans un équilibre différent, mais surtout de vous raconter un petit peu des histoires nuancées avec 3 vins, vous allez voir, qui sont assez enthousiasmants. En tout cas, moi je les trouve très enthousiasmants. On commencera bien sûr sans hésiter avec bien cette cuvée du domaine des Ardosières. Vous connaissez Brissemont, le coteau de Sévin et ses territoires qui ont été replantés donc au début des années 2000, vignoble complètement héroïque qu'il faut bien sûr avoir en tête quand on parle des vignobles de l'extrême. Je pense que c'est le mot qui correspond vraiment à ce coteau de Sévin. Pour la petite anecdote, il avait été relancé donc par Michel Grisard, que vous connaissez toutes et tous, peut-être si vous connaissez les Mondeuses Prestige de Michel, eh bien vous avez fait partie des fans absolus bien sûr de ce viticulteur un peu incontournable de Savoie. Et bien là, c'était un de ses projets, une forme de résurrection de vignobles existants qui, sur des pentes parfois très sévères, eh bien, permet aujourd'hui à Brissemont, l'acteur qu'il a depuis donc 2005, eh bien, de faire rayonner ce nouveau vignoble. Alors, les premiers millésimes que nous avions présentés à la naissance des cuvées, vraiment, c'était autour de 2012-2013 chez Chef d'œuvre, rappelez-vous-en. C'était il y a presque 10 ans. Il y avait déjà cette cuvée quartz qui nous avait vraiment tapé dans l'œil. Et puis il y a bien sûr la cuvée schiste qui reste aussi, elle aussi, un modèle. Là, on vous présente Argile qui sur 2021 m'a vraiment séduit. Je vais vous raconter un petit peu pourquoi. Mais surtout, il ne faudra pas oublier que la petite cuvée Silice est frappée également très fort dans ce millésime 2021. Une cuvée de pur jacquère qui est d'un équilibre vraiment frais, saillant. C'est ce que j'aime bien dans ce millésime en fait. En 2021, c'est cette année fraîche, froide, challengeante dans tous les sens du terme, mais qui permet surtout en fait d'avoir des vraies lectures terroirs. Je les préfère en tout cas dans les vignobles d'altitude au millésime chaud sur les blancs, parce que des fois on embarque un petit peu dans du glycérol et un peu de richesse, alors que sur 2021 je trouve que la lecture géologique est beaucoup plus marquée. On voit beaucoup plus les cuvées entre les différents étages de la gamme, et j'ai trouvé vraiment cette cuvée argile blanc remarquable, très ouverte et surtout très précise, avec donc un équilibre à 11,5 d'alcool, qui nous ramène bien sûr à des équilibres quasiment inconnus aujourd'hui dans l'Hexagone. Donc vive la Savoie rien que pour ça, et surtout ces terroirs d'altitude bercés ici par 2021. Alors mon argile, pour la petite anecdote, je vais vous en parler. C'est une cuvée donc qui est un assemblage de mondeuse blanche, bien sûr un petit peu de chardonnay, et puis un petit peu de jacquère dans l'assemblage.
C'était pas une cuvée monocépage, hein, puis comme on pourrait des fois l'imaginer. Mais en tout cas, elle est porteuse de plein de messages que je trouve vraiment très intéressants, certes aromatiquement en tout cas, que certains cépages de montagne ou d'altitude proposent. Je pense aussi aux tressaliers dans la Loire, ou à des cépages comme ça qui ont des fortes vivacités, puis un univers aromatique très fruits de verger, très coin, pommes et autres. Ça nous amène vraiment sur ça, hein, sur la gamme aromatique de cette cuvée des Arts d'Osier que je trouve très précise et très nette. On ne pourra pas dire la même chose de certains millésimes un peu chauds, il y a des petits esters alcooliques qui partaient ici et là, avec des malots qui s'enclenchaient, avec des petits manques de précision des fois sur certaines années. Là, je trouve vraiment que la bouteille est super transcendante et je voulais absolument vous faire découvrir ça dans ce coffret. Donc voilà mon message sur ce premier coup de cœur. Alors dans le verre, cette cuvée, bien d'abord, elle ne porte pas trop de marques d'élevage, elle n'est pas du tout emportée par la richesse et par les lits, elle n'a pas du tout d'ester alcoolique un peu dérangeant, je la trouve très pure, très nette. On plonge vraiment on va dire dans un souffle de pomme rainette avec ce petit côté un peu menthol, herbe fraîche très très fine, qui me rappelle un peu ces codes à la fois de la jacquère mais aussi un petit peu du tressalier que je vous disais tout à l'heure qu'on trouve sur le Massif central. C'est vraiment ce petit côté alpin, ce petit souffle qui vient de la montagne que je trouve vraiment très très bien. Ensuite, quand on plonge un petit peu plus dans la dimension aromatique, on passe par les plantes en infusion, on a ce petit côté vraiment voilà, herbe de montagne qui vient tranquillement se coller là. On n'est pas que mentholé et chlorophyllien, on est un petit peu plus corsé sur ces notes-là. On a des petites touches limite un peu safranées qui viennent derrière, je trouve que c'est très intéressant. Et puis, au fur et à mesure qu'on l'aère, là je l'ai ouvert tout à l'heure il y a quelques minutes, on a bien sûr un gain en intensité remarquable. Je crache pour terminer, bien entendu, ce live comme il faut. Alors, quand vous aurez cette bouteille dans votre verre, premier conseil, ne la servez pas trop froide. Elle est froide, si trop froide, elle va être vraiment glaciale et trop vive. Pour ceux qui ont reçu ce coffre à la maison, donc prenez-le autour de 12-13. Ça va venir comme ça, vraiment chatouiller vos papilles. On a un rythme hyper salivant sur le côté de la langue. Puis après, on a cette minéralité un peu particulière des argiles qui vont un petit peu étoffer un peu le coffre en bouche avec, on va dire, un peu de crémeux, un peu de texture au milieu de ce rythme très saillant, très salivant, qui tire beaucoup la salive. Enfin, c'est une cuvée que je trouve ni trop jeune, ni trop enrobée. Elle est vraiment parfaite à être déjà un petit peu appréciée. Et elle a surtout cette pureté, je trouve, cet éclat qui fait qu'en fait, on a envie très vite d'y retourner et de saisir un petit peu la deuxième gorgée. En bouche, c'est plus on sort un petit peu de ce prisme aromatique qu'on a au nez pour quelque chose de beaucoup plus pénétrant, beaucoup plus saillant, beaucoup plus de racines en fait, avec cette sensation minérale qui commence à s'exprimer, mais sans être d'abord trop tranchant et trop vif, pas trop anguleux. Aujourd'hui, la cuvée schiste, si on la comparait à la cuvée schiste du domaine qu'on a comparé côte à côte avec, à la dégustation, je dirais que cette cuvée est dans l'épanouissement total, absolument merveilleuse maintenant, alors que schiste méritera évidemment 2-3 ans de bouteille, avec cette évolution que vous lui connaissez peut-être si vous l'avez dégusté régulièrement. Moi je trouve toujours que la cuvée schiste à l'aveugle sur des millésimes qui vieillissent deviennent un peu dans les esprits chablisiens, de vieux millésimes de Chablis, vous savez, avec ce petit côté coquillage, tout ça qui peut apparaître. C'est assez bluffant à la dégustation à l'aveugle en tout cas, et si vous suivez Brissement depuis quelques années, vous avez peut-être déjà dégusté ces cuvées qui sont évidemment assez remarquables au vieillissement, il faut le savoir. Voilà, donc première cuvée donc, des Arts d'Osier, un coup de cœur, et puis on a été heureux de pouvoir, merci d'ailleurs à Brissement d'avoir joué le jeu avec nous, pour pouvoir vous faire découvrir cette cuvée dans un de nos coffrets. C'est un domaine qui est très prisé aujourd'hui, dans les cartes des vins, qui fait plaisir, enfin qui se retrouve sur toutes les belles cartes des vins. On sait aujourd'hui bien sûr pourquoi. Je terminerai tout simplement en disant un petit mot sur les associations mes vins est possible avec ce genre de cuvée, puisqu'il est important aussi que vous ayez ça en tête. C'est pas juste simplement un joli vin de Savoie assez décapant, frais, agréable pour les préparations riches, etc. de l'hiver. C'est aussi des mariages qui peuvent être très subtils et je vous invite à y réfléchir, surtout quand vous travaillez le cru, quand vous travaillez un petit peu le yuzu, la passion, les poissons un petit peu crus. Là c'est la pleine saison des Saint-Jacques, donc il faut y aller vraiment, tartare, Saint-Jacques, yuzu, etc. Ça peut être quelque chose de très très efficace, au-delà de ce que pourrait être par exemple un grand Sauvignon de Loire ou un grand Riesling. Mais vous pouvez jouer avec les herbes, vous pouvez jouer avec plein de petites choses comme ça qui sont très agréables et qui sont vraiment intéressantes à mettre en phase avec ce genre de vin blanc rythmé comme ça, bien sapide, bien saillant. Bien sûr, tout ce qui est un petit peu
gelée d'herbe, infusion, petites choses comme ça sera bienvenu aussi. Tout ce qui est verveine, tout ce qui est un petit peu d'aneth, de petites choses comme ça sera aussi, là encore, quelque chose de très agréable. Et ce petit souffle un petit peu mentholé de la montagne qui viendra un petit peu caresser ces préparations. Donc là, que ce soit un poisson mi-cuit avec une petite gelée, etc., il y a plein de choses à imaginer. Il faut aussi, bien sûr, avoir en tête toutes les préparations avec un petit peu de gourmandise, des beurres de sauge, des choses comme ça. Moi, j'aime bien en tout cas. L'autre fois, j'ai fait des gnocchis beurre de sauge avec ça, c'était super à table, on s'est régalé. Vous voyez, avec un bon parmesan râpé dessus, ça peut être aussi des saveurs de l'hiver, mais ici qui sont élancées par quelque chose d'un petit peu plus alpin et un peu plus frais. Bref, je ferme la parenthèse de la curiosité autour de cette cuvée argile, donc de notre coffret En route vers les étoiles, et vous dis que 2021 c'est très solide chez Brissemont. En tout cas, moi j'aime ce millésime qui est donc renoue un peu plus avec du rythme et de la fraîcheur que certains avaient déjà un petit peu perdu, avouons-le, dans certains millésimes. Fin de la première bouteille. On va continuer donc avec... donc là, j'avais déjà présenté dans un coffret, mais là, je voulais absolument vous en reparler un petit peu. Thibaut Denisot est un des jeunes loups de Sancerre de Surenvaux qu'il fallait suivre. On l'avait écrit dans quelques J'aime j'achète chez Chef-d'œuvre, d'ailleurs à une époque où sortaient les cuvées Damoclès 2016. C'était un vrai pétard à l'époque et j'avais déjà entre guillemets les yeux qui brillaient en parlant de Thibaut Denisot et de Jennifer, son épouse, qui sont aujourd'hui parmi les jeunes talents de Sancerre. Il faut absolument suivre cette propriété, je vous en encourage. D'abord, parce qu'ils sont très sympas, ça n'enlève rien. Deux, parce qu'ils sont très engagés, ils ont fait évoluer un petit peu l'offre du domaine à toute vitesse en reprenant les rênes derrière les parents et en faisant un petit peu, mettant les petits plats dans les grands pour améliorer tout ça. Et puis il faut aussi connaître ces passionnés qui ont ouvert, sachez-le, dans le cœur de Sancerre, une magnifique boutique dont le nom est assez évocateur. Elle s'appelle Vigneron, la cave. Et ça, si vous allez vous promener dans le cœur de Sancerre, c'est toujours assez agréable. J'y suis allé il y a quelques semaines et pour découvrir un petit peu leur offre, eh bien, vous y trouverez dans cette cave une offre de vin absolument remarquable. Bien sûr, tous les grands vignerons se retrouvent derrière le petit groupe de Sancerrois qui a ouvert cette cave. Alors on citera bien sûr les frères Pinard et puis les Marius Tabordet et puis d'autres qui ont été qui ont co-ouvert ce lieu de vie, cette sélection de vins assez haut de gamme de toute la France, pas que de Sancerre, mais qui aussi proposera dans quelques mois, on l'espère en tout cas, des soirées dégustation, des expériences, puisqu'ils sont récupérés une salle à l'étage. Bref, si vous parlez à Thibaut Denisot et à Jennifer de ce projet, vous verrez que ça les a fait évidemment vibrer, comme ça les fait vibrer aujourd'hui, de produire des jolis vins. Bref, je reviens à notre cuvée de Pinot Noir, parce que c'est de ça qu'on va parler ici. On avait souligné la cohérence des 2020 en rouge, des 2021 en blanc dans une vidéo. Eh bien, on va vous parler un petit peu des rouges 2020 qui sont dans votre coffret. Alors un millésime précoce, chaud mais pas solaire, c'est ce que je retiens moi de 2020 sur Sancerre, même s'il a fallu pas, il est trop tard. Hein. Typiquement dans les 4 dernières années de Sancerre, pour y être allé encore il y a quelques semaines et on dégustait avec les frères Pinard les 2020, je trouve que c'est pas une année qui est écrasée par le soleil, même s'il n'a pas fallu y aller trop tard. Bon, ça reste quand même un millésime plutôt chaud, assez athlétique pour le pinot noir quand même, avec cette maturité intense et cette fraîcheur naturelle. Il fallait pas y aller trop tard. En tout cas, moi j'ai trouvé le Sancerre rouge de Thibaut est vraiment très expressif. Et je voulais vous en parler un petit peu dans ce coffret, puisque vous avez peut-être découvert chez un caviste ou chez Chef-d'œuvre leur cuvée Björga, qui est remarquable, mais qui est un peu différente. Là, je trouve que sur la cuvée Sancerre classique, on a vraiment essayé le niveau de jeu, et ça me ramène à l'idée que on peut faire très juteux, très intense, très précis dans ces millésimes-là, pas simplement complexe quand on est dans la grande cuvée avec une sélection parcellaire, etc. Là, c'est vraiment la cuvée entrée de gamme du domaine, et quand on veut vraiment prendre la température chez un domaine à Sancerre, il est toujours intéressant de commencer par là. Donc je vous invite à le faire. Petit mot aussi sur, on va dire, la majorité des Sancerre 2020, on va dire que c'est une année assez intense pour les pinots. Elle est en train de se mettre un petit peu en place dans les bouteilles, donc il faut pas trop juger sur l'hôtel comme ça ces flacons. Moi, ce que je fais comme synthèse aujourd'hui, c'est que c'est une belle année, mais qu'il va falloir un petit peu attendre. Je pense que c'est un peu différent de 2019 où les vins étaient peut-être un peu plus en place plus tôt. En tout cas, moi, je retiens qu'il y a de l'éclat, il y a de l'intensité, et que pour les pinots, il n'y a pas de végétal, donc c'est intéressant. Il va falloir bien sûr goûter et aller voir un petit peu en fonction des styles de la vendange entière,
ou pas et des styles que vous préférez pour vous y retrouver. Mais moi, mon conseil, voilà, c'est sur 2020, à Sancerre en rouge, c'est quand même très solide comme esprit. Alors, on parle un petit peu de cette cuvée de Pinot Noir. Vous allez voir qu'il est un bonbon de fruits très intense, très juteux. Ça sent vraiment le Pinot égrappé qui claque comme ça. Ça fait, on tombe dans le noyau. On a même un fruité, vous savez, très, très intense que moi je mets assez proche de certains Pinot de Côte-Chalonnaise type Givry de chez François Lhomme. Vous voyez, dans un millésime un petit peu dense comme ça. Ça peut vraiment faire penser à ça au bouquet. Ce côté noyau, cerise noire, burla. Accompagné d'une intensité juteuse très forte. Alors, la maturité, il ne faudra pas vous faire avoir, mais globalement, on est quand même monté assez haut sur les degrés de ce pinot. Mais peu importe, l'équilibre alcool, c'est une chose. La fraîcheur est là, et surtout, les esters alcooliques sont très purs et très nets. Donc, ne vous fiez pas simplement à l'étiquette quand vous regardez une étiquette. Il y a des vins qui à 13,5 peuvent paraître très alcooleux, et des vins à 14,5 qui peuvent être extrêmement fins et frais. Et donc, c'est mon message que je voulais vous faire passer avec cette cuvée. Premier donc tour de verre, vous plongez, vous montez dans le cerisier et vous descendez pas. Et puis vous allez voir en bouche. On sent le pinot mûr. On monte assez haut quand même dans la générosité tactile parce que c'est assez ample, assez dense et à la fois tout de suite très frais. Donc c'est ce côté un peu grand écart qui m'a sidéré un petit peu à la dégustation de cette bouteille. Elle est à la fois fraîche, sapide. On sent qu'on est quand même dans un climat frais tempéré, mais on retrouve le pinot dans son instance noyau, très intense, très mûr. Alors, quand on y retourne, on aurait du mal à comprendre un petit peu cette... surtout aujourd'hui avec les pinots qui sont beaucoup plus infusés qu'avant, etc. Cet écart type entre la matière, le fruité, le juteux et la sensation salivante. On se dit comment c'est possible. Eh bien, c'est possible, en tout cas à Sancerre, la preuve avec cette démonstration. Mais en tout cas, moi, ce que j'aime, c'est vraiment cette rencontre de la densité et de la fraîcheur réunies, ce qui est, je pense aussi un petit peu en Côte d'Or ou même en Bourgogne en général, un des traits de 2020. C'est cette capacité à passer de l'un à l'autre avec cette sensation bien sapide, bien salivante, avec ici donc beaucoup de précision dans le fruit et de la netteté. On a donc ces petites notes de cerise amarenne, de petites guines comme ça. C'est très sapide. Franchement, là je sers la bouteille de 14,5. Sortie de l'Eurocave comme ça, elle est à 15,5 dans mon verre. C'est bon, c'est juste, c'est précis. Et quand je goûte ça, moi je me dis que ça c'est une magnifique alternative à des Bourgognes génériques de entrée de gamme de Bourgogne. Ça pourrait même aller chercher quelques villages très intéressants dans la côte chalonnaise ou même ailleurs. Et je dirais même qu'en termes de prix-plaisir, il n'y a quasiment pas de challenger pour ce genre de cuvée, puisque là vous allez être quand même sur des domaines qui sont donc encore assez accessibles pour ces vins-là. Le Pinot Noir c'est quand même pas facile à faire chaque année et les prix des fois ont tendance quand même un petit peu à s'envoler, y compris à Sancerre. Donc il faut quand même que vous ayez un œil sur cette offre-là si vous aimez en tout cas les pinots assez juteux et assez dingues de fruits comme ça. Alors en accostation mets et vins, là vous avez le côté brut de décoffrage de 2020 qui va évidemment gagner en grâce et en volupté avec quelques années. Je vous invite bien sûr à mettre quelques cuvées de côté parce que on est toujours un peu surpris sur ces cuvées-là. Il faudra attendre Burga beaucoup plus longtemps bien sûr parce que là c'est là que la magie opère à travers les années. Mais sur les 2-3 années qui viennent, là si vous mettez une ou deux bouteilles en cave, ben, ce côté juteux va se poser et là vous pourrez jouer avec plein de choses. Alors là moi j'appelle beaucoup plus une petite viande sanguine, du canard, pourquoi pas à la goutte de sang, ça peut être du pigeon, ça peut être plein d'autres choses, avec de la betterave, avec tout ce qui peut être une petite gelée de fruits rouges, plein de choses qui peuvent l'accompagner, le pepser, lui apporter de la longueur et de la persistance. Moi j'aime bien ces accords aussi sur du foie de veau, des choses comme ça qui peuvent être extrêmement percutants, foie de veau, petits fruits rouges, etc. avec un joli Sancerre rouge comme ça peut être un très très beau mariage. Et vous pourrez bien sûr vous régaler tout simplement de ce vin si vous l'attendez 2-3 ans sur du veau, des choses comme ça, puisque les tanins sont relativement diplomates. Donc quand le fruit va un petit peu s'estomper et que la matière va se poser sur du veau, ça sera vraiment tout simplement simple et efficace, comme on aime le dire chez Chef d'œuvre. Bref, Thibaut Denisot a fait une magnifique cuvée en rouge 2020, je voulais vous le dire. Il n'a pas fait que ça, il en a fait d'autres aussi qui sont vraiment super. Donc il faut suivre ce domaine de près parce que là, vous avez quand même ici une des propriétés à suivre vraiment de manière régulière à Sancerre. En tout cas, moi j'en fais le pari. Ensuite, on va parler un petit peu du Piémont, puisque cette cuvée de Langhe Nebbiolo de Marco Parusso, certains la connaissent par cœur. Moi, je la connais plus que par cœur, puisque c'est une des fondations de nos coffrets chefs-d'œuvre. On voulait vous en parler un petit peu sur 2020.
pas simplement parce que c'est encore une belle réussite, mais surtout parce que eh bien 2021, ça n'a pas fait des dégâts que dans l'Hexagone. En 2021, il y aura quasiment rien en Nebbiolo dans le Piémont. Et puis Marco Parusso, qui est un domaine que j'adore, a perdu quelques hectares de vignes entre-temps. Donc la raréfaction des cuvées dans l'Hexagone, en tout cas, va se faire. Et puis quand on goûte un Langhe Nebbiolo de ce niveau, ça donne pas forcément envie, en tout cas en rapport prix-plaisir, d'aller chercher les Barolo qui sont superbes, mais qui sont évidemment à attendre beaucoup plus. Et moi, quand je déguste ça, je trouve qu'on y retrouve l'âme du viticulteur, la pâte, le style dont je vais vous parler tout de suite, et surtout après, le plaisir. Parce que là, ça a beau être un jeune Nebbiolo, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Alors j'aime bien dire que la signature, le style est vraiment à part. C'est vraiment un des domaines de Barolo qui est assez reconnaissable à la dégustation à l'aveugle, et je vais vous expliquer comment et pourquoi ces vins sont comme ça, puisque le Nebbiolo de Marco Parusso connaît un traitement un petit peu différent de tout ce que vous connaissez dans le Piémont, et cette cuvée, dans sa floralité, dans son intensité aromatique, tire une partie de son équation du process de la réception des vendanges, et surtout la manière dont les raisins sont amenés jusqu'à la cuve en vinification. Donc ceux qui avaient participé à la soirée ici, rencontre avec Marco Parusso, savent de quoi on parle, puisque Marco fait depuis ses débuts, presque 25 millésimes, et c'était quelque chose que faisait son grand-père. À la réception de vendange, ils accueillent les raisins dans des petites caissettes qui sont mises dans une pièce qui est ventilée. Cette petite caissette va passer quelques jours dans une phase de, on va dire, relaxation. C'est un peu comme ça que le domaine communique autour de cette période. Et ça va faire un petit peu brunir la rafle qui va passer du vert au brun. Et cette méthode, cette technique, on va dire, de repos en cave va apporter une forme de lignification, de sucre. Ça va apporter un peu plus de sucre à la baie, et puis ça va à la fois faire un petit peu sécher la rafle qui va, elle, en vinification, intervenir différemment. Donc ce qu'on va gagner en intensité de fruits va donner un petit boost comme ça, et puis la vendange entière va apporter la floralité, le pot pourri, la rose ancienne, tous ces messages que vous avez menés peut-être dans le Nebbiolo, et qui va vous apporter donc une intensité particulière. Donc je vais vous parler un petit peu de ce vin pour que vous puissiez bien sûr en parler avec... pour ceux qui dégustent en tout cas avec moi les vins dans leur coffret, et ceux qui reverront cette vidéo en replay, je voulais vous en parler en live, puisque c'est important qu'on puisse en parler d'un point de vue sensoriel et aromatique. Vous voyez, c'est des Nebbiolo qui ne sont pas trop appuyés. Moi j'aime bien le Nebbiolo quand il est comme ça rubis, c'est un peu comme le Pinot dans des appellations comme Volnay, Chambois, etc. Pour moi ça doit être assez fluide. Ça me donne envie de boire en tout cas ces couleurs-là, ça paraît plus fluide en tout cas. C'est un Nebbiolo qui a fait, donc ce sont des jeunes vignes donc de l'appellation Barolo qui viennent essentiellement qui entrent essentiellement dans ce Langhe. C'est bien sûr d'autres approvisionnements que le domaine travaille exactement comme ces Barolo. C'est pas très moderne comme technique de vinification, puisque c'était ce que faisait son grand-père, pour la petite anecdote. Par contre, on utilise des barriques. Alors les barriques, il y a des écoles à Barolo qui utilisent ces barriques. L'idée, c'est pas vraiment de boiser, l'idée, c'est vraiment d'élever. D'ailleurs, à part les Barolo, Grand Boussia, qui sont un peu plus ambitieux, etc., sur l'élevage, c'est un domaine qui ne boise pas trop ses vins, même si, bien sûr, la barrique est perceptible dans la partie olfactive des vins. Alors on y va, on en parle un petit peu de ce Nebbiolo. Là, il est particulièrement en forme aujourd'hui, je suis content. Pour ceux qui l'auront en tout cas dans leur verre, vous allez pouvoir peut-être vous en régaler. Ce que j'aime bien dans les Langhe Nebbiolo de Marco Parusso, c'est la lecture florale, le pot pourri, le côté un peu noyau séché, fleurs séchées. On est vraiment presque dans vraiment ces essences de pot pourri qui sont vraiment très marquées sur le nez, et qui m'amène comme ça en jeunesse sur un esprit d'éclat, d'ouverture, de floralité qui est très particulier, avec de la rose ancienne. J'ai vraiment ce côté plus capiteux de la rose ancienne. Et j'ai pas trop d'ester alcoolique au nez. Vous savez, le Nebbiolo, ça mûrit assez tard, c'est assez mûr, c'est assez riche aussi. Et donc, moi, ce que j'aime dans ce vin, c'est la définition, la pureté. Donc là encore, c'est un petit exploit, parce que le Nebbiolo, on peut l'amener très haut en maturité, mais on peut aussi, là comme sur 2020 par exemple, en faire une lecture très posée. Alors, ceux qui aiment se concentrer un peu sur les détails, ça fait que 13,5 d'alcool, sur des Nebbiolo récoltés en octobre, c'est relativement tempéré comme degré d'alcool. Alors, on va parler bien sûr en bouche, parce que vous allez voir, c'est un vin qui est aussi très civilisé en bouche, malgré bien sûr la jeunesse de ce millésime 2020.
beaucoup de finesse, d'attaque de bouche, un peu de tanins qui sont là pour vous rappeler quand même que c'est du Nebbiolo et qu'on n'est pas simplement dans la conversation, mais des tanins très très poudrés, très fins, qui vont tirer beaucoup de salive comme ça, pas trop de glycérol ni de sucrosité, on n'a pas du tout affaire à un Nebbiolo athlétique, mais ce que j'aime c'est que les tanins sont pas du tout séchants. On a juste ce qu'il faut de grippe comme ça pour se rappeler qu'on a affaire à de Nebbiolo, mais c'est pas quelque chose qui va tirer de l'amertume où tout le monde va dire oh non c'est pas prêt, c'est trop tôt, etc., etc. Là, on peut commencer déjà la conversation avec lui et puis surtout, on imagine très bien la trajectoire de ces micro-tanins qui vont comme ça se poudrer encore plus avec les années qui vont passer ou les quelques mois simplement si vous êtes pressé. Et donc ce Langhe Nebbiolo, c'est déjà du plaisir, mais c'est surtout aussi voilà, ce souffle aromatique qui est déjà très présent, sans chaleur, sans sucrosité non plus, donc quelque chose qui n'est pas trop saturant. J'ai trouvé que pour les papilles, en tout cas, c'était vraiment très agréable et que pour vos coffrets de fin d'année, en tout cas pour ceux qui veulent boire ces bouteilles pendant les fêtes, eh bien ça aurait été une manière agréable de boire un petit peu des grands vins du Piémont sans évidemment devoir racheter d'autres choses, en tout cas pour les fêtes. Alors, on va regarder quelques millésimes dans ma cave perso. Je peux vous assurer que ce Langhe Nebbiolo vieillissent très très bien. Aujourd'hui, j'ai quelques 2010, des 2011 dans ma cave. Et quand ça a presque 10 ans, c'est assez bluffant puisque le Nebbiolo, même sur ces appellations régionales comme ça, Langhe, quand il est né dans les beaux terroirs de Barolo, il tient très bien la route. Le fruit ne se fane pas trop et ça ne bascule pas trop vite comme ça sur l'évolution. Donc c'est une cuvée qu'il faut avoir en tête. Si vous avez entre guillemets des budgets limités et que vous voulez vous régaler de Nebbiolo, ça autour de 25 €, c'est quand même extrêmement efficace, sachez-le. Voilà, donc je termine avec un petit mot sur la gastronomie. Là, bien sûr, le veau, du veau, des champignons, c'est bien sûr ce que les Piémontais vous proposeront. C'est aussi la période de la truffe noire qui va commencer. Pas de truffe blanche avec les Nebbiolo, hein, pitié. Servez des grands blancs à maturité avec la truffe blanche. Moi, je préfère en tout cas les blancs. C'est une histoire de goût, évidemment, mais je préfère les accords en blanc largement à la truffe blanche. Et bien sûr, la truffe noire, elle va bientôt arriver dans l'offre des fêtes de fin d'année. La période étant, bien sûr, la meilleure période étant bien sûr février, mais bon, voilà, il faut quand même aussi des fois un petit peu célébrer avant. Et si vous faites des associations autour de la truffe noire, les grands Nebbiolo comme ça fonctionne du feu de Dieu. Bien sûr, les viandes de demi-corps, pas trop appuyées, les gibiers à plumes, les petites choses comme ça pourront être très agréables. Vous pouvez jouer avec des petites terrines, vous pouvez jouer avec du lapin, avec pas mal de choses comme ça, qui ont un peu plus de caractère, un côté un peu plus fibreux. Moi j'aime bien les viandes qui ont un peu plus de fibres avec ça. Vous pouvez faire des cuissons lentes sur du veau, une cuisson en cocotte, genre un veau maringot avec des champignons, des choses comme ça. Ça fonctionne vraiment très très bien avec le côté nappant de la sauce, et un petit côté un peu tomaté également qui vient là, tranquillement faire le lien avec les sensations acidulées. Et c'est très efficace en fait, cette cuisine de cocotte, cette cuisine gourmande et un peu savoureuse comme ça, avec la viande fondante, va être très très agréable en tout cas à mettre en face de ce genre de Nebbiolo. Bref, pas de découverte ici, simplement une confirmation sur 2020 de ce qu'est en tout cas l'offre de Marco Parusso qu'on suit depuis des années chez Chef d'Œuvre et dans laquelle on se régale aujourd'hui. Là, quand on ouvre aujourd'hui les Barolo, Bussia, Riserva, Oro 2010 qu'on avait au départ proposé chez Chef d'Œuvre à la naissance, je vous assure qu'on se régale et il faut que vous connaissiez cette adresse, en tout cas si vous aimez des bouquets très intenses comme ça sur la rose ancienne, le pot pourri. Bref, voilà, vous aviez donc 3 bouteilles différentes dans ce coffret, donc je reprends la présentation pour terminer ce coffret en route vers les étoiles. Cette magnifique cuvée argile de Brie-Saumon, ce Langhe Nebbiolo de Marco Parusso et ce Sancerre assez détonnant de Thibaut Denisot. Bref, maintenant qu'on a parlé de ces coffrets 3 bouteilles, je vais simplement faire du name dropping sur la suite, puisque je représenterai certaines cuvées, en tout cas pour les coffrets du mois de décembre. Il y a une cuvée qui sera en lien avec le coffret que je vais présenter tout de suite. Il est important que je vous en parle. Premier vin, donc, on a profité dans le coffret découverte. Le coffret découverte, c'est 2 bouteilles, 2 instants de consommation et surtout des bouteilles qu'on n'aurait pas forcément été chercher soi-même. Donc, je voulais vous en parler. Dans ce coffret de novembre, donc on a mis un Sancerre blanc de Thibaut Denisot, vous l'avez compris. On a fait un tiers groupé avec C2021 que j'ai trouvé très très beau. La cuvée classique du domaine est vraiment aussi très intéressante. Elle a un côté menthe poivrée, menthe glaciale, sur un côté frais qui, en fait, nous ramène dans les années 90 en termes d'équilibre à Sancerre. Moi, j'aime bien. Ou à 2016 ou à 2014, vous voyez, ces millésimes un peu plus frais.
Finalement, 2021 est très équilibré. Et surtout, ce qui est important de noter, c'est que la cuvée domaine a vraiment progressé de manière considérable, hein, avec voilà, un retour à la vendange à la main, avec des levures. Enfin, le domaine est en train de mettre les petits plats dans les grands pour tisser pour hisser cette cuvée de domaine de Sancerre à un niveau de conversation beaucoup plus excitant que ce qu'il a eu été jusque-là. Et donc moi j'ai adoré 2021, je voulais bien sûr vous le dire. La deuxième cuvée qu'on va vous faire découvrir dans ce coffret découverte, eh bien c'est un petit tour en Provence et surtout souligner simplement la vendange 2019 en Provence une dernière fois, parce que les 2019 ce sont les derniers que vous trouverez dans l'offre provençale. On a eu un coup de cœur à l'aveugle avec Mathieu au domaine Richaume, qui est un domaine bien connu en biodynamie des Côtes de Provence. Et on voulait vous parler de cette cuvée parce que la Provence a toujours campé un petit peu on va dire dans les extrêmes, soit des rosés techno-fermentaires qui occupent beaucoup de l'offre du marché malheureusement, soit vraiment des domaines qui jouent quand même la carte de l'histoire et de la dimension variétale historique jusqu'au bout. Et le domaine Richaume que j'ai trouvé vraiment très équilibré sur 2019 a produit une petite cuvée qui s'appelle Tradition, qui a un peu de Cabernet, Grenache bien sûr, et puis des autres cépages. Je vous laisserai bien sûr aller voir la fiche dans les détails, mais ce que j'ai trouvé vraiment très équilibré, c'est la maturité et la fraîcheur réunies. 2019, pour ça, en Provence, en Corse, on le sait, a fait quelque chose de vraiment épatant. Et donc, ce que j'ai aimé dans cette cuvée du domaine Richaume, c'est l'éclat du fruit, l'intensité, mais la douceur et la suavité de la proposition sur quelque chose d'hyper salivant et des tanins très très fins. Alors que la cuvée est une cuvée pas du tout prétentieuse, hein, c'est une cuvée de plaisir, on va dire spontané. Ils ont des cuvées comme Columel et autres qui montrent beaucoup plus dans les gammes. Mais je vous invite à aller creuser un petit peu les informations autour de ce domaine Richaume qui pour nous a été en tout cas un coup de cœur et surtout une forme de confirmation que 2019 est un millésime vraiment à part dans l'offre du sud de la France, tant par les équilibres que par la qualité et la calibre des tanins. Et vous voyez, on a aussi noté dans ce domaine Richaume que je connaissais depuis mes années chez Taïwan par exemple, on avait des columelles dans les premiers millésimes qui étaient des cuvées extraites, un peu boisées, etc. C'était les années 2000. Et bien aujourd'hui, on est sur une approche totalement différente, peut-être un regard beaucoup plus retiré sur la performance de l'extraction et autres, et quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus gracieux, qui était une manière en fait de faire des vins qui est en train de se déployer un peu partout en Europe, enfin en Europe bien sûr, mais surtout dans le monde. C'est quelque chose où on va beaucoup moins tirer les matières, et en Provence, ça donne des bouches beaucoup plus gracieuses, beaucoup plus fines. Bien sûr, que ce soit à base de Mourvèdre, que ce soit à base de Cabernet Sauvignon ou de ce cépage un petit peu caractériel qu'on connaît, eh bien on trouve aujourd'hui bien sûr des rouges très très disciplinés. Donc la cuvée Tradition du domaine Richaume 2019 est une découverte et surtout un coup de cœur. On n'avait jusque-là pas acheté ce domaine chez Chef d'Œuvre, mais on a été un peu renversé puisque tout ça s'est joué bien sûr à l'aveugle, comme beaucoup des bouteilles en échantillon que nous dégustons. Voilà, donc je vais parler un petit peu maintenant d'un autre coffret qui est intéressant, peut-être que vous connaissiez. C'est Absolument Rouge, 3 bouteilles. L'idée c'est vraiment, c'est 3 instants de consommation. Et surtout, c'est un peu comme le En route vers les étoiles, mais 3 vins rouges, parce que vous avez été plusieurs à nous demander que plus de vins rouges que d'autres, donc on a adapté cette offre. Alors il y aura bien sûr ce Sancerre rouge qu'on n'a pas hésité à vous faire découvrir, je ne le représente pas. Le deuxième vin que vous allez pouvoir déguster, c'est vraiment magnifique. C'est un domaine qui nous a vraiment beaucoup ému sur 2018. Et puis surtout qui nous a vraiment touché par d'abord la grâce de la cuvée Miocène que je vais présenter dans quelques instants. C'est le domaine des Accoldes en Ardèche. C'est un domaine que j'ai vraiment suivi depuis on va dire le début, puisque c'est une aventure relativement récente, hein. Olivier et Florence Lériche ont été on va dire les réenchanteurs d'un domaine un peu endormi et qui est sur le secteur de Saint-Marcel en Ardèche. Et ils sont, pour la petite anecdote, ce sont des bourguignons, des Ardéchois d'adoption, parce qu'ils étaient d'abord bourguignons au domaine de l'Arlot. Ils ont pendant très longtemps été en charge de la propriété du domaine de l'Arlot au Thé, donc sur Prémaux, ce fameux clos d'Arlot que vous connaissez peut-être.
et qui donc aujourd'hui est au sommet de sa notoriété, hein, pas que grâce à Géraldine Godot, mais à d'autres, toute l'équipe technique du domaine et autres, mais tout ce travail, en tout cas ce passage vers la biodynamie, et puis surtout des millésimes, on va dire, dès la fin des années 2000 et début des années 2010, c'est bien sûr à Olivier et Florence qu'on le doit. Donc voilà, un petit mot pour présenter un petit peu le contexte. Alors ils sont allés un jour se promener, pour la petite anecdote, dans ce secteur ardéchois, et ils ont trouvé le secteur vraiment magnifique, on les comprend, et ils se sont dit chiche, voilà. Et donc ils sont partis comme ça dans cette aventure du domaine des Acoles, où bien petit à petit, avec une approche parcellaire, avec des fois un matériel végétal existant, eh bien ils ont réussi à faire une gamme extrêmement cohérente. Mon coup de cœur, et surtout l'équation du coup de cœur, c'est vraiment Miocène 2018, où on a affaire en fait ici à un patrimoine de grenache, et avec un tout petit peu de carignan qui sont travaillés en grappe entière, avec vraiment une forme d'infusion. Ce que j'ai adoré sur 2018, ben, c'est qu'on est sur des codes plutôt septentrionaux, vous voyez, les grenaches sont sans sucrosité, sans lourdeur, sans richesse, avec les marqueurs de la vendange entière, le côté sichuan, le côté poivre, le côté un petit peu plus fibreux de la matière, et ce fruit écrasé qui est la fraise au sucre, comme ça, qui vient comme ça se livrer. Quelque chose d'extrêmement équilibré, de très fin, avec ce bouquet qui pourrait quasiment pinoter, tellement c'est embarquant. Bref, une cuvée qui en fait mérite vraiment l'attention de chacun si vous aimez les grenaches de manière en grappe entière de type infusé. Voilà, c'est mon message. Alors, je vous assurer que quand vous servez ce 2018 sur le fil de la fraîcheur à 15 degrés, c'est extrêmement dangereux. Et nous, on a vraiment plongé de bonheur. J'en servais encore quelques magnums la semaine dernière pour voir un petit peu les réactions du public autour de cette cuvée. Ça a été absolument renversant. Donc voilà, Miocène 2018, domaine des Acoles, coup de cœur pour ce coffret absolument rouge, 3 bouteilles. Et puis donc, dernier vin, bien, on parlera un petit peu de David Duban, ce domaine qu'on ne présente quasiment plus, bien sûr, sur les hauteurs de Chevannes. Depuis quelques années, on suit David, qui nous fait d'abord l'honneur de sa fidélité d'abord, et puis surtout de nous présenter à chaque fois un petit peu ses travaux dans les Hautes-Côtes. Là, ça sera la cuvée, Louis Auguste, qui est donc son fils, une cuvée un peu hommage à son fils, qui donc sur le secteur de Chavanais dans les hauteurs, montre que les hautes densités, que les vignes, les petits rendements, les choses comme ça fonctionne aussi là-haut, et que bien sûr les millésimes comme 2020 sont au service de l'expression de ces terroirs. Donc on monte un petit peu dans les hauteurs de la Bourgogne pour parler de cette cuvée Louis Auguste, et surtout de parler d'un pinot noir en totale opposition en style avec celui de Thibaut Denisot, puisque là c'est vraiment de la grappe entière avec une infusion, un jus à peine teinté, voilà, c'est des parfums totalement différents, beaucoup de finesse également dans cette cuvée, et surtout un profil extrêmement intéressant quand on veut boire évidemment des Bourgognes à prix abordable, avec donc une conversation assez spontanée et des plaisirs vraiment intenses sur 2020. Voilà, donc je termine avec cette petite vidéo avec le dernier coffret de ce mois de novembre, qui est le coffret Terroir de légende. Alors les coffrets Terroir de légende, c'est bien sûr 2 bouteilles, c'est des cuvées beaucoup plus haut de gamme, avec des prix entre 100 et entre 60 et 120 euros, on va dire, hein, en termes d'équilibre. L'idée, c'est vraiment que ces 2 bouteilles soient une forme de concentration bien sûr d'un terroir de haut lieu, mais surtout bien de talent. Et dans ce coffret Terroir de légende de novembre, on a tout simplement voulu illustrer des plaisirs d'ailleurs, vous parler un petit peu de ce domaine qui nous a été présenté l'été dernier, et je voulais vous en parler un petit peu. Le domaine Bakers, donc avec Toby Baker, qui est dans la McLaren Valley avec son épouse, eh bien peut-être des outsiders de l'offre australienne. Je voulais vous parler un petit peu de ça. L'Australie, quand on pense McLaren Valley, Adélaïde, tous ces secteurs-là, on pense au Syrah, on pense à l'eucalyptus, on pense à ces cuvées denses et autres qui sont des fois un petit peu surchargées, peut-être un peu pesantes. On est en train de se rendre compte aujourd'hui qu'il y a une révolution aussi stylistique en Australie, et je voulais vous présenter un peu cette cuvée que la femme de David Biro, Florence Coiffard, nous a fait découvrir, vraiment coup de cœur magnifique. Là j'ai une cuvée qui est Syrah Grenache, et sachez qu'ils font aussi des magnifiques Syrah purs ou des Grenaches purs qui sont vraiment magnifiques, qui rappellent beaucoup plus dans leur code d'ailleurs les vins de la vallée du Rhône que des vins d'Australie.
Et je voulais vous parler un petit peu de ces millésimes 2017 parce que là, franchement, il y a un truc. Je vais vous en parler un petit peu dans quelques instants. Alors pour la petite anecdote, c'est un domaine qui est petit, hein, donc dans l'offre des grands vins d'Australie. L'Australie, c'est des wineries qui font 200-300 hectares dans la McLaren Valley. Et au milieu de tout ça, il y a les 12 hectares de Toby Bakers qui méritent aujourd'hui que vous connaissiez ça parce que ça fait partie peut-être des domaines qui, par leur petite taille et par on va dire leur signature, va peut-être donner un rythme différent et une envie différente. En tout cas, aujourd'hui, c'est un domaine qui est quasiment préempté par des clients historiques habitués, des clients qui sont entre guillemets allocataires de la propriété. Et donc on a pu nous en apporter, on a été un petit peu en amont de la chaîne avec l'équipe de Papy et Pupi pour faire découvrir ça sur le marché français, parce que jusqu'alors le vin n'était pas importé. Donc c'est sans bouchure des capsules à vis pour le bouchage, mais ça je vous en parlerai dans quelques instants. On va parler du vin d'abord, puisque le plus important pour vous c'est que vous compreniez l'esprit, tout ce qu'il y a dans cette bouteille que je vais ouvrir tout de suite. Un petit mot sur les vins déjà. Là, il faut savoir qu'il y a 2017 et 2019 qui sont sur le marché français. 2017, c'est vraiment génial de déguster maintenant parce que, en fait, on s'aperçoit que, comme tous les grands vins de partout dans le monde, quand on attend 3-4 ans, voire 5 comme ici, eh bien on obtient la véritable conversation et surtout le vin se minéralise un petit peu. Et 2017, c'était une année en McLaren Valley qui était pas si solaire que ça, pas si chaude que ça. On a du mal à y croire quand on parle de la McLaren Valley, mais c'est vrai. En tout cas, ça a été pour nous avec Emmanuel ici qui est venu faire une soirée chef-d'œuvre. Rappelez-vous-en, pour ceux qui étaient là en tout cas, eh bien, un fait assez clair. Et donc entre 2017 et 2019, qui sont les deux millésimes que nous avons achetés chez Chef-d'œuvre, eh bien 2017 est, on va dire, un peu plus européen, plus frais aujourd'hui, en tout cas en dégustation. Alors, je vais vous parler de cette cuvée, donc Grenache Syrah en assemblage. Pour la petite anecdote, la cuvée est née après, au départ, ils ne faisaient qu'une seule, que des monovariétaux, et puis après, ils se sont mis à assembler, ils ont trouvé que ça fonctionnait très très bien, et donc je voulais vous faire découvrir ça. Dans le verre, vous allez voir, c'est un style qui est relativement pas trop appuyé, pas trop assez infusé, des codes aromatiques qui rappellent un petit peu les secteurs pour cette cuvée Grenache Syrah, languedocien, mais vraiment d'altitude. Vous voyez, le Languedoc pas trop écrasé par le soleil, sans surextraction, avec des parfums qui vous emmènent dans la garrigue, dans l'olive, dans le fumé, dans le lardé, dans des petites pointes qui nous ramèneront aussi, vous savez, sur ces petites touches de Saint-Joseph ou Crotte-Rôti qui lardent un peu, qui fument un peu comme ça, puisque évidemment tout ça bien fait rayonner évidemment sa dimension variétale. On a un côté plus embaumant, plus expansif que ce qu'on a dans la vallée du Rhône ou dans le Languedoc-Roussillon sur le parti olfactive. Mais en tout cas, sur la bouche, vous allez voir, c'est assez bluffant. On pourrait se croire, en tout cas, sur certains secteurs. En tout cas, ce que j'aimais beaucoup dans ce vin, c'est la précision, le petit côté très fin des élevages qui ne marque pas, mais qui cintre un petit peu les matières quand même. Et puis, c'est un parfum, quoi. Hein. Moi, j'adore ça. Hein. Je trouve ça... on peut sentir ça. Ça sent même pas l'Australie en fait. Ça sent quelque chose de très maîtrisé. Je dis pas l'Australie parce qu'au premier nez, on pourrait pas dire que c'est australien. Ça, c'est sûr. Et donc, c'est dans une suavité assez particulière que vous découvrirez un petit peu cette bouteille. Elle a pas que la dimension tactile de l'attaque de bouche, elle a quelque chose d'un petit peu plus percutant, une vraie allonge gustative, en fait de grand vin, sans être forcément une cuvée très boisée ou très accompagnée par l'élevage. Moi j'ai beaucoup aimé ça parce que d'abord ça nous amène sur un paysage australien très différent de ce qu'on a eu connu, et puis c'est pas simplement une pâle copie de stylistique d'élevage, etc., de ce qu'on trouve partout, par exemple à Bordeaux. Donc, vous savez, il y a des Australiens qui boivent beaucoup, il y a des Syrahs qui sont très denses, il y a des... j'aime moi cette idée en fait du vin un peu plus relax, mais aussi long et performant en termes de persistant, en termes de longueur. Et ça, je trouve que cette cuvée de Syrah Grenache a tous ses attributs. Elle a la dimension de texture, la fraîcheur, l'équilibre et puis un peu de persistance quand même. Alors évidemment, comme la bouteille vient de très loin, c'est relativement haut de gamme comme proposition. Mais moi, ce que j'aime aussi, et je terminerai simplement avec ça, c'est que là, il y a une ouverture aromatique vraiment très très bonne. La capsule à vis, c'est pas du tout un sujet parce que les vins ont été bien élevés, bien préparés avant et sincèrement, ça conserve vraiment très bien les vins. Donc il faut qu'on arrête avec aussi cet a priori des capsules à vis. Si les vins sont bien préparés en amont, ça peut faire des choses vraiment superbes. Je ne dis pas qu'il faudra garder ça 20 ou 30 ans dans sa cave parce que la capsule à vis sera peut-être pas la même
obturation qu'un beau bouchon. Les magnums, sachez-le, au domaine peuvent être bouchés en liège. Mais là, je trouve que sur la proposition et sur l'immédiateté du vin, c'est vraiment très très bon. Bref, l'Australie a un nouveau visage, un petit peu avec cette cuvée d'Emmanuel et de Toby Baker. Et je voulais évidemment vous parler un petit peu de ce coup de cœur et partager un petit peu aussi l'idée que vous devez découvrir ces cuvées. Il faut savoir qu'il y a une cuvée de Grenache qui est vraiment infusée, qui est vraiment très Châteauneuf dans l'esprit, mais Châteauneuf vraiment fraise au sucre, à peine extrait, etc. C'est Ruby, c'est vraiment très bon sur 2017. Et puis il y a une cuvée de pure Syrah qui elle encore est totalement bluffante. Là encore livrée dans un spectre aromatique très nord-rhodanien, avec des messages un peu plus appuyés que ce qu'on a là sur le fumé, sur l'épice, sur l'olive. Mais en tout cas, quelque chose de très fin et surtout très digeste en même temps. Donc pour une Syrah australienne, pouvoir en boire un, deux, voire trois verres comme ça, bon, c'est pas quelque chose auquel on est forcément habitué évidemment ici en Europe, pour les quelques vins que l'on trouve d'Australie, bien entendu. Voilà, je terminerai ce live en vous remerciant d'avoir suivi un petit peu ces échanges. Je pense que vous avez compris, ces coffrets du mois de novembre sont placés sous le signe d'abord du coup de cœur, c'est toujours un peu ça, les coffrets chefs-d'œuvre, mais surtout en même temps on va dire d'envie de choses nouvelles, puisque vous avez ici de jeunes acteurs de Sancerre qui se distinguent, cette histoire de domaine des Acoles qui va peut-être vous embarquer si vous avez envie de découvrir en tout cas leurs travaux. Je vous invite vraiment à goûter 2018, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et puis surtout de prendre un peu ces coffrets comme quelque chose, comme de la pure découverte. Moi j'aime être pris par la main en tout cas, quand j'aime surtout entendre des gens me dire ce qu'ils adorent et pourquoi ils l'adorent. Alors voilà, ces coffrets, ils trouvent tout leur sens aujourd'hui, et particulièrement dans ces vidéos, pour vous dire que ces vins-là, on aime simplement vous les faire découvrir. C'est pas juste des box de vin, c'est aussi quelque chose d'assez incarné, c'est un choix très personnel, sur lesquels bien sûr, à la fin dans l'histoire du vin, on le sait toutes et tous, personne n'a raison. Voilà, je terminerai tout simplement un petit mot pour vous remercier, ça a été un très bon moment. Désolé à toutes les personnes que j'ai laissées tout à l'heure en plan sur mon compte Instagram personnel. J'ai essayé de tenir ces 50 minutes pour que vous puissiez toutes et tous profiter de ces débuts de semaine en famille, peut-être à travailler pour les sommeliers qui vont aller faire le service. Moi, je vais aller faire le service à la maison et ce sera déjà pas mal. Sur ces mots, belle soirée à toutes et à tous et à bientôt autour d'un verre. Ciao.